Ça n'entre en contradiction avec la première ou la seconde loi. Vous savez ce qu'on dit des lois? Elles sont faites pour qu'on leur désobéisse. Non, pas ces Qu'est-ce lois-là. qu'il est Elles fort, ont ce été Will intégrées Smith, dans quand le même. circuit des robots. Un robot ne peut pas plus commettre un meurtre qu'un humain ne peut marcher. Elles sont faites pour qu'on leur désobéisse. Stylé comme phrase, mais y a pas grand chose qu'on n'est pas censé faire sur son boîtier. À moins que... Soft nom officiel, Canon. Canon Daniel Center, non. Digital Photo, non. Pixel, n'importe quoi. Magic Lantern, non. Canon... Magic Lantern. Hey! Pour des questions d'organisation, cette vidéo va être divisée en plusieurs points. Tout d'abord, qu'est-ce que Magic Lantern? Les points positifs, les points négatifs, ce qu'il faut savoir. Que pouvons-nous faire avec? C'est vrai que ça peut être utile accessoirement. Et on va finir sur quelles sont les raisons de convoiter Magic Lantern. Une fois n'est pas coutume, nous allons nous pencher sur une question qui est la suivante. Qu'est-ce que Magic Lantern? Magic Lantern est un Un firmware, eh bien, c'est un ensemble d'instructions et de structures de données qui sont intégrées dans du matériel informatique, si j'en crois Wikipédia. Il permet tout simplement d'apporter de nouvelles fonctionnalités à vos appareils photo. Je précise, pendant qu'il en est encore temps, que ce soft est exclusif ou presque à Canon. Car en effet, certaines sources prétendraient qu'il serait aussi disponible chez Canon, Panasonic et même Pentax. Mais ces sources elles-mêmes confirment que c'est pas franchement au point. À moins d'être une flèche en informatique, ça risque d'être compliqué d'installer ce soft sur un autre boîtier d'une autre marque que Canon. Voilà. À noter également que ces fonctionnalités sont en anglais, donc si comme moi vous disposez du même niveau d'anglais qu'un poulpe dans la langue française, ça risque d'être un peu relou. Magic Lantern est un logiciel libre qui vient s'installer sur votre carte SD ou compact flash de votre appareil photo. Il vient rajouter une tonne de nouvelles fonctionnalités qu'il n'y a pas nativement sur votre boîtier. La genèse de ce programme est pas franchement évident à trouver sur le net. On tombe bien plus souvent sur des FAQ qui débattent de l'installation de ce soft, ou de sites internet qui valorisent tous les bienfaits de ce logiciel. Mais je peux néanmoins vous dire ceci. Tramel Ouzdan... non, je n'ai pas d'illustration, mais si on tape son nom sur Facebook, on trouve ceci. Et on voit qu'il aurait étudié à Tulane University. J'aurais bien approfondi mes recherches, mais ça demandait de lire des pages et des pages en anglais sur une université dont je n'ai même pas la preuve formelle qu'il y soit allé. Et je ne sais même pas si c'est bien lui qui a créé Magic Lantern. Bon. Ce type doit être caché par la CIA, les bonnes sœurs communistes ou une agence gouvernementale tenue par Canon, parce que pour un mec qui a fait un soft qui a été téléchargé à des millions d'exemplaires à l'heure actuelle, on pourrait penser que ce type n'a jamais existé. Enfin bref, si c'est bien le créateur de Magic Lantern, il devait se dire au bout d'un moment que c'était quand même con d'avoir dans les mains de super belles pièces et de ne pas en exploiter toutes leurs capacités. C'est vrai que quand on connaît le prix des boîtiers à l'heure actuelle, c'est quand même con de se dire que ceux-ci sont bridés. Donc il travailla, avec ou sans équipe, hein, encore une fois, tout ça c'est flou, sur une extension du logiciel EOS, et sorta en 2009 pour la première fois le firmware Magic Lantern sur le Canon 5D Mark II pour des besoins en vidéo. Il a ensuite été reporté et adapté sur l'ensemble de la gamme EOS. Ça, c'était pour la petite intro. Passons aux points positifs et négatifs. Sous forme de FAQ personnel, des questions que j'ai glanées par-ci par-là et des questions que je me suis posées moi-même. Donc, si vous les êtes posées également, on va y répondre ensemble. Est-ce dangereux pour les boîtiers ? Eh bien, à sa sortie en décembre 2009, le logiciel a été téléchargé plus de 2000 fois et il y a eu, soi-disant, aucun rapport de dommages. Bien qu'il n'y ait aucune garantie absolue, les versions stables ont été testées par des bêta-testeurs. Je sais pas si ça nous avance plus que ça, mais bon. Si les instructions sont tenues à la règle, en théorie, il ne devrait pas y avoir de soucis. Par contre, ça fait automatiquement sauter la garantie de votre boîtier. Ça fait complètement sauter la garantie de votre boîtier. Ça fait sauter la garantie de votre boîtier. Je le dis 3 fois, hein, vous inquiétez pas, c'est complètement normal. Je ne veux pas être tenu pour responsable si vous plantez votre boîtier. Dans cette vidéo, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur Magic Lantern en espérant ne rien oublier.
Vous êtes libre de faire comme bon vous semble avec votre matériel. Tout le monde est là encore? Bon, moi je continue. Qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un bug? Bah... Là, il n'y a pas réellement de réponse toute faite. Hein. Recherchez la nature de votre problème sur les forums. Ou désinstallez-le. Ah, je sais, c'est très pauvre comme réponse, mais en même temps, le problème c'est que comme c'est pas un soft officiel par Canon, bah il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Si vous convoitez Magic Lantern pour de la vidéo, vous serez en droit de vous faire cette réflexion suivante. J'ai pas envie de foutre en l'air un boîtier à 3000, moi, pourquoi pas tout simplement acheter une caméra? Eh bien la réponse est la suivante, si vous trouvez une caméra qui filme en Full HD avec un débit de 50 mégabits seconde, la possibilité de changer les objectifs comme bon vous semble, qui dispose d'un capteur plein format, à savoir le 24-35, qui filme en RAW avec un temps d'enregistrement supérieur à 12 minutes, et à un coût inférieur à 25 000 €. Boîtier nu, hein, donc sans objectif, sinon c'est moins drôle. Si vous trouvez ça, appelez-moi. Ah parce que là je suis intéressé, hein, clairement. Avec des objectifs interchangeables, oui, mais avec une monture qui prend les Canon. Ah bah, bah. La seule caméra que je connaisse qui répond à toutes ces attentes, pour le même prix d'un 5D Mark III, c'est la Blackmagic. Rien à voir avec Magic Lantern. Rien du tout. Mais pourquoi ne pas directement acheter une Blackmagic? Eh bien, tout dépend de ce que vous voulez faire en fait. Moi par exemple, je suis photographe. La Blackmagic ne prend pas de photos. Je fais des vidéos. J'en parlerai un petit peu à la fin de celle-ci. Mais sur un mariage, quelque chose me dit que je vais être un peu pénalisé. Puis cette caméra est une vraie caméra de cinéma pour le coup. Donc oui, en termes de budget, elle est inférieure à un 5D Mark III. Mais à côté de ça, une moult variété d'accessoires viendront combler le budget. Naturellement! Oh là là! Oh là là! Est-ce compliqué de l'installer? Eh bien non. Suffit simplement de le mettre sur sa carte SD et de laisser l'appareil photo faire tout seul. En quoi ça fait sauter la garantie si le soft est sur la carte SD? Tout simplement parce que l'appareil photo et la carte SD communiquent entre eux. Donc l'appareil photo va venir puiser les informations qu'il y a sur la carte SD pour pouvoir en exploiter Magic Lantern. Sauf que s'il y a un pet, et bah du coup, une petite trace va rester dans l'appareil photo. Et cette trace-là, et bah... n'inquiétez pas que Canon elle va le voir. J'ai voulu me renseigner sur la position qu'avait Canon par rapport à l'installation de soft non officiels du genre Magic Lantern sur leur boîtier, et ils ont répondu ceci. Donc je suis tombé sur un gros article, je vous mets le lien dans la description si des fois ça vous intéresse de connaître la position de Canon sur l'annulation de garantie de leur boîtier. Sujet qui passionne tout le monde, hein, tous les jours naturellement. Hein, Et dans cet article on y trouve ceci. J'aimerais connaître la politique de Canon vis-à-vis de tel firmware, car des informations contradictoires circulent à ce sujet. L'installation de tel firmware non officiel fait-elle sauter la garantie? Et Canon répond ainsi. Nous vous remercions d'avoir contacté le service client Canon. Nous vous informons que de tels logiciels ou accessoires non garantis Canon annulent la garantie et peut endommager votre appareil. Donc on peut considérer que là tout est dit. Et nous allons boucler les questions-réponses par celle-ci. Est-ce que vous pouvez installer ce soft sur votre boîtier Canon? Eh bien c'est simple, à l'heure actuelle, donc en août 2015, tous ces boîtiers peuvent recevoir l'installation de ce soft. Si votre appareil photo n'en fait pas partie, c'est que vous n'êtes pas du jeu. Donc on vient de le voir, cette installation ne se fait pas sans risque. Et donc on pourrait se demander, mais à part des emmerdes, ça apporte quoi ce truc-là? Et la transition est trop belle pour parler des fonctionnalités de Magic Lantern. Magic Lantern n'est pas forcément visible quand vous l'installez. L'interface du menu change un peu, bon, c'est pas méchant. Mais lorsque vous appuyez sur le bouton corbeille, vous ouvrez la porte qui mène à... L'histoire de la vie. Mais bon, c'est une corbeille, hein, on peut déconner, 5 minutes, merde. Vous accéderez au menu Magic Lantern et vous découvrirez que le menu a une toute autre gueule. Il est un petit peu plus complet. Pour voir ça plus simplement, on va survoler les volets de la gauche vers la droite. Les commandes audio. Vous y gérez tout simplement la partie son que reçoit l'appareil, comme le débit maximum que vous autorisez ou non.
Les contrôles de l'exposition. Pour contrôler plus finement les paramètres liés à l'exposition. Contrôler l'obturateur par exemple, avec des valeurs qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Là où nativement vous pouvez avoir que, exemple, un dixième, un 13e, un 15e, un 20e, et là vous pouvez un dixième, un 11e, un 12e, un 13e, un 14e, etc. Avoir des degrés Kelvin que l'on ne pouvait pas avoir habituellement non plus. Des ISO qu'on n'a pas non plus habituellement. Alors vous inquiétez pas, là je fais que survoler, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Là je fais juste un gros dégrossi de toutes les pages du menu. La superposition d'images, pour y rajouter des bandes en 16/9 par exemple. Optimiser sa mise au point et pouvoir afficher son histogramme en temps réel. Globalement il s'agit de tous les paramètres qui vont venir se déposer sur votre live view. La catégorie vidéo. On y retrouve divers outils pour améliorer la qualité potentielle de votre vidéo en termes d'images pures et dures. Alors, c'est pas ce mode qui va vous faire du cinéma, mais si on combine bien finement tous les paramètres, il y a moyen de sortir du lourd. Les fonctionnalités concernant la photo. Ça permet entre guillemets de remplacer des accessoires externes au boîtier pour désormais qu'ils soient greffés à l'intérieur. Exemple, un minuteur, un intervallomètre, et même si on parle pas d'accessoires, une option pour faire des HDR, et faire littéralement exploser le mode bulb. Les paramètres liés à la mise au point. Pour tout ce qui est lié au suivi de focus, le trap focus, pour tout ce qui concerne la mise au point n'importe comment. Puis comme moi je la fais systématiquement en mode manuel, pas grand chose à dire là-dessus. L'ajustement du live view. C'est tout simplement pour régler votre moniteur. Ce qu'on appelle plus communément sur un shooting ou dans un tournage le live view. Donc on peut y ajuster le contraste, la luminosité, etc. Les diverses préférences, c'est pour des réglages annexes. Un menu de script. Alors j'ai pas très bien servi à quoi ça servait, je pense que ça doit être pour noter, mettre des noms à des timelapses, à des photos, à des vidéos. Les infos plus que supplémentaires. Ça, ce sont des outils pour les utilisateurs avancés. On a des infos supplémentaires, eux-mêmes surplombés d'infos supplémentaires, comme le temps qui reste à filmer, combien de temps la batterie va-t-elle encore tenir, la température interne du boîtier, le taux de débit qui se transfère sur la carte, enfin... L'aide à l'utilisation. C'est tout simplement la notice, on va pas chercher midi à 14h. Et pour finir, le tour d'horizon des volets du menu de Magic Lantern, les modules. Simplement pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, encore des fonctionnalités qu'on a rajoutées, sur la carte SD ou sur votre compact flash. On remarque que le menu est bien plus complet. Là c'est clair que ça change du menu d'origine où vous pouvez juste changer la date et l'heure. Et donc là on envoie du lourd, là on envoie du pâté, là on va pousser mémé dans les orties. Je vous propose mon petit top 10 des options qui valent le détour sur Magic Lantern. Alors attention, c'est pas du tout un top 10 avec un podium de la meilleure option qu'on peut y trouver. C'est simplement 10 choses que je trouve intéressantes, je les balance comme ça, voilà, c'est tout, rien de plus. Analogic Gain. Et c'est quoi ça? Vous inquiétez pas, tout était calculé, c'est pour qu'on puisse mieux voir sur l'appareil ce qui se passe. Sauf que comme l'appareil photo qui me filme actuellement est l'appareil qui contient un Magic Lantern, vous comprenez que c'est difficile de vous montrer, machin, petits artifices. Analogic Gain, je disais donc. Alors je fais un petit point là-dessus. Mais sur le Canon EOS 600D, ce module n'existe tout simplement pas. Et c'est pas fini. Ça me paralyse également l'opportunité d'y installer un micro externe. Bien sûr. Alors que avant Magic Lantern, ça je pouvais le faire, ça pour le coup. Ça s'appelle un fail. Contre moi-même. Mais j'en parle quand même parce que je suppose que ça doit être bien quand même. Donc pour la photo, on s'en fout pas mal. Mais en ce qui concerne la vidéo, ça doit être bien pratique de pouvoir gérer le taux de décibels qui rentre à l'intérieur du boîtier. On peut en partant de là, doser finement la captation que retranscrit l'appareil à la vidéo. On a également sur le live view qui s'affiche un petit témoin audio qui nous donne l'intensité de la captation. Pardon, j'y arrive pas, je l'ai fait 14 fois cette phrase. Intensité de la captation. J'y arriverai jamais. N'importe comment, dit de toutes les manières, ça nous donne un indice pour savoir si le son qu'on capte est saturé ou inaudible. La balance des blancs, elle peut être dosée plus finement avec une multitude de degrés Kelvin. Là où nativement on bénéficie le droit d'avoir 32 000, 4000, 5600, 6000, 7000 degrés Kelvin, à présent on sélectionne les centièmes de degrés Kelvin. On se retrouve donc avec une plage qui s'étend de 1500
degrés Kelvin jusqu'à 15 000 degrés Kelvin. Alors je sais absolument pas dans quelles circonstances on avoisine ces valeurs. À la grande limite en concert, pour changer la colorimétrie des lumières, mais je vois pas trop l'intérêt. Bon, personnellement, j'y vois aucun intérêt, mais sachez que c'est possible. Les valeurs ISO. Je vous en avais déjà parlé sur ma première vidéo qui était l'exposition, que plus la valeur ISO est haute, et plus le bruit est susceptible de dégrader vos images. Nativement, on a la possibilité de fixer son ISO à 100, 200, 400, 800, 1600... Bon, je vais m'arrêter là, hein, parce que sinon, on n'a pas fini. Toujours utile que c'est par multiple de 100. Et bien maintenant, on a la possibilité d'accéder au multiple de 160. Désormais, on a la capacité d'accéder aux valeurs ISO qui sont 160, 320, 640, 1250 et 2500. Et plus, hein, mais encore une fois, je m'arrête là. Et pourquoi rajouter de plus grosses valeurs si tu évites de bruiter tes images? Bien justement, vous vous en doutez, c'est pas juste là pour prendre de la place. Le multiple de 100 et de 160 n'ont pas le même taux de dégradation. En effet, le multiple de 160 a la propriété de moins bruiter les images. Cependant, on y perd en plage dynamique. Donc on perd des détails dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Par conséquent, selon vos circonstances, moi par exemple, dans mon cas, j'ai opté pour un multiple de 160. Là, je suis actuellement à 320 ISO. Car dans mon cadre à moi, la plage dynamique n'a pas spécialement d'importance. Moi, mon intérêt, c'est d'avoir une image le moins bruitée possible. Sauf que si vous êtes en extérieur, à privilégier le multiple de 100 pour justement avoir une bonne plage dynamique et avoir tous les détails bien finement au niveau du ciel, par exemple, et des arbres en ce qui concerne le sombre. Alors là, c'est pour la vidéo, mais avoir la possibilité également d'avoir une autre valeur en ce qui concerne l'obturateur. Au fur et à mesure du temps, le cinéma a décrété que pour avoir le meilleur rendu possible sur un long métrage, il fallait le travailler et le filmer à 24 images par seconde. Et il existe une règle appelée la règle des 180 degrés, qui veut que la vitesse d'obturateur soit au moins du double d'images par seconde. Lorsque vous filmez avec un appareil photo ou une caméra, vous devez sûrement filmer à 25 images par seconde. Et votre obturateur doit quant à lui se régler, j'imagine, sur 1/50e de seconde. Peut-être avez-vous l'option de pouvoir filmer à 24 images secondes, mais est-ce que votre obturateur se met à 1/48e de seconde? Malheureusement, j'en doute un peu plus. Et bien avec Magic Lantern, c'est désormais possible. Alors oui, bon, vous pourrez me dire... c'est bon, on s'en fout. Mais je le mets quand même. Petit plaisir solitaire. Alors c'est clair que pour une vidéo comme ça sur YouTube, ou pour un podcast, ou pour un petit court-métrage comme ça, on s'en fout. Mais si vous voulez toucher encore toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus beau, il est recommandé de suivre à la lettre ces paramètres pour pouvoir restituer un beau flou de bouger. Le zébra. Ça c'est sympa ça, le zébra. C'est une indication sur le Live View qui vous dit tout simplement quels sont les pixels qui sont cramés. Il apparaît sous forme de plaque rouge lorsque votre exposition est tellement surexposée que vous en finissez par tout cramer. Enfin tout, c'est relatif. Exemple, si vous filmez une fenêtre, vous voyez bien que la fenêtre est toute rouge. C'est le zébra, c'est que le ciel, lui, pour le coup, il est complètement cramé. C'est un peu gadget, mais avec ça, vous n'avez aucune excuse si vous avez un nez, un ciel, une bagnole, n'importe quoi d'autre de complètement cramé. Là, vous n'avez plus aucune excuse, il y avait le zébra, voilà, vous pouvez pas le rater. Je pensais également que ça pouvait marcher au niveau de la sous-exposition, mais manifestement, non. Alors, j'ai essayé avec le capuchon de l'objectif posé dessus. Aucune indication, donc ça marche qu'avec les hautes lumières. En tout cas sur un 600D. Ça existe déjà depuis longtemps sur plusieurs marques d'appareils photo, et c'est vrai que je l'avais jamais vu sur les boîtiers Canon. Là, au moins maintenant, il est là quoi. Pratique. Le Focus Peak. Alors ça pour le coup, c'est vraiment la vie. Alors pour la photo, l'autofocus marche à merveille. Mais pour la vidéo, si on met autofocus, des fois, il peut devenir complètement taré. Donc c'est pour ça que c'est mieux de faire ces mises au point manuellement en mode vidéo. Mais c'est pas forcément évident de bien faire des fois. Que ce soit au 50 f1.4 ou au 14 f2.8. Alors le 14 f2.8, il est formidable. Soit c'est tout simplement nickel, vous avez fait en sorte que la profondeur de champ soit grande, donc tout est net. Soit c'est splendide, tant c'est dégueulasse. Et c'est là que Focus Peak intervient. Une fois activé,
des petits points bleus, orange et rouge vont venir surplomber vos images pour simplement se caler sur la partie de bien net. Lorsqu'il n'y a pas de petits points, bah là c'est que c'est flou tout court, il peut rien faire pour vous. Lorsque ces petits points sont bleus, c'est pas totalement ça, mais on va dans la bonne direction en tout cas. Lorsque ces petits points sont orange, c'est que là on titille la netteté. Et lorsque c'est rouge, là c'est juste impeccable. Oh, quand je l'ai essayé, j'avais vraiment envie de chanter Alléluia, quoi. D'ailleurs, je dis ça, mais je l'ai fait. L'histogramme. Alors, je me souviens plus des masses si j'en ai déjà parlé ou pas. Mais pour resituer, voilà un histogramme. Lorsque le petit graphique s'approche de la gauche, c'est que la photo tire vers la sous-exposition. A l'inverse, quand le petit graphique approche de la droite, c'est il approche de la surexposition. L'idéal, c'est toujours de rester au milieu. Et si vous voulez vraiment être toujours plus idéal dans la photo, l'idée c'est d'exposer à droite. Plus vous exposez à droite, et plus vous allez pouvoir diminuer le bruit à la post-production. Et en ce qui concerne la vidéo, on pouvait pas l'avoir en temps réel pendant qu'on était en train de filmer, il fallait toujours un peu jauger, on pouvait deviner et supposer que là on était sur X ou sous X, mais ça restait des approximations. Là désormais, on peut avoir en temps réel si notre image est bien exposée ou pas. Ça vous évite tout simplement les petites surprises en visionnant les rushs. Au moins là vous êtes fixé tout de suite. L'intervallomètre. Depuis le temps que Monsieur Thierry en parlait de celui-là, maintenant on y est. Un intervallomètre, comme son nom l'indique, sert tout simplement à prendre des photos à un intervalle régulier. Moi à la base pour faire ça j'avais une télécommande, plus précisément un intervallomètre. Et bien avec Magic Lantern maintenant on peut tout régler sur son appareil. Vous pouvez y régler le nombre de secondes avant que le cycle commence, donc ça peut faire office de minuteur si le cycle contient une photo. Du temps de l'obturateur si celui-ci est supérieur à 1 seconde. Alors ça, c'est possible avec la télécommande. Avec Magic Lantern, je sais pas concrètement, parce que j'ai pas eu l'occasion d'essayer ni de tester, voir si c'était possible ou non. Et de l'intervalle, un peu à ça que ça sert, des photos que va prendre l'appareil. Petit exemple pour la santé, je peux lui demander de me faire 5000 photos dans à peu près... pas de montre, dans approximativement 2 minutes 15, à un intervalle de 2 photos, d'une photo toutes les 2 secondes, pardon. Les paramètres liés au HDR. Pour le rappeler, le HDR, c'est la fusion entre 2 photos à 2 valeurs d'exposition différentes. Vous allez donc pouvoir paramétrer votre appareil photo de sorte à ce qu'il vous prenne au moins 2 photos et plus, si vous voulez, avec une valeur d'exposition différente pour chacune d'elles. Alors par contre, je ne sais pas si l'appareil photo se contente de faire le nombre de photos que vous lui avez demandé et qu'il va falloir que vous les retravailliez en post-traitement, ou si l'appareil photo fait de lui-même la fusion tout simplement. À tester. Le mode bulb. Le terme bulb, c'est ce qui s'affiche au niveau de l'obturateur sur votre live view dès lors que vous voulez dépasser les 30 secondes d'obturateur. Vous voulez aller au-delà de 30 secondes et puis c'est bulb. Alors on pourrait se dire que c'est pas franchement possible d'aller au-delà de 30 secondes, si ce n'est d'y aller en écrasant le bouton de déclenchement pendant un temps donné, mais bon, vous risquez de faire bouger l'appareil photo, ou alors d'y rebrancher un intervallomètre. Ah, comme quoi, les télécommandes, ça peut être utile. Mais d'écraser le bouton de l'intervallomètre en question, à un temps donné, ça fait pas bouger l'appareil, mais bon, si vous voulez faire une exposition de, admettons, 1 heure, bon... Voilà quoi. Mais bon, la question ne se pose plus grâce à Magic Lantern. Désormais, via le mode bulb, vous pouvez bénéficier d'un obturateur allant de 1 seconde à 8 heures. Quand je vous disais qu'on allait le faire exploser ce mode, même le télescope Hubble, je suis sûr qu'il fait pas ça tous les jours. Et le petit bonus pour la fin, ouais, j'avais dit un top 10, mais bon, un petit 11e pour la santé, filmé en RAW. Alors si vous faites de la photo et que vous vous désintéressez totalement de la vidéo, on fout, en photo on a du RAW qu'on veut, pas besoin d'installer des softs. Mais grâce à Magic Lantern, vous pouvez filmer en RAW. Et ça donne ça. C'est tout.
Alors oui, je pourrais parler de tout le travail colorimétrique qui se fait bien après. Mais non. Parce que ce sujet aura le droit à sa propre vidéo. Voilà, c'est déjà tout. Je pense avoir fait le tour du sujet. Enfin, le tour. J'ai pas tout dit. Parce qu'il y a une multitude de choses sur Magic Lantern. Mais c'était histoire de balancer quelques trucs qui peuvent être utiles à tous les utilisateurs potentiels. Et tous les utilisateurs qui ne l'ont jamais utilisé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou perçu dans la vidéo, mais j'ai fait l'acquisition d'un petit micro-cravate. Voilà, ça bait. C'était caché. J'ai fait l'acquisition de ce petit matériel qui m'a coûté les yeux de la tête, hein, manifestement, suite à un commentaire plus que désobligeant envers moi. Prix du meilleur acteur 2015, Florian Agnières, dans Un homme sensible. Je rebascule là-dessus en disant un énorme merci à Arnaud Thierry du Studio de Poche. Alors, la grande majorité des gens qui me regardent viennent de lui, mais si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube, je vous laisse aller tâter ça de vous-même, c'est que du bonheur. Sans oublier de s'y abonner et également de suivre sa page Facebook. Alors attention, sa page Facebook, la page, très important, page. Désolé si cette vidéo a été un peu longue, mais en même temps le sujet était assez complet, j'avais pas envie de trop survoler non plus. Donc voilà, mettez-moi un commentaire par rapport au micro si ça change beaucoup de choses ou pas, si c'est mieux, si c'est moins bien, si j'ai acheté une vraie daube. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, mon Facebook, mon Instagram. Et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à mon site internet www.ewpicture.com. Schéma habituel, hein, pouce vers le haut, pouce vers le bas, les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est Florian Agnières, photographe du site EW Picture. À la prochaine.